J'ai élevé ma nièce depuis 2 ans, pendant que mon frère se remettait sur pied. À Noël, il est arrivé avec une nouvelle voiture et une nouvelle petite amie. Elle rentre à la maison avec nous maintenant. Merci pour le babysitting gratuit. Ma nièce a attrapé ma manche et m'a chuchoté quelque chose à l'oreille. J'ai regardé mon frère et j'ai dit: Répète ça devant le travailleur social derrière toi. J'aurais dû savoir que Noël était sur le point de voler en éclats à la seconde où mon frère a franchi la porte souriant, comme s'il était celui qui apportait un miracle. Il s'est pointé en retard vers 19 heures, alors que nous avions déjà mangé. La neige s'entassait le long du trottoir. Mon fils était sur le sol du salon avec son nouveau puzzle. Ma nièce Lily était seule à la table de la cuisine en train de colorier le dos d'une vieille liste de courses parce qu'elle utilisait encore chaque bout de papier, comme s'il avait une importance vitale. Puis, la porte d'entrée s'est ouverte et il y avait mon frère Eddie, dans un manteau en poil de chameau que je savais qu'il n'aurait pas pu s'offrir il y a 2 ans, tenant les clés d'un tout nouveau SUV, comme si elles faisaient partie de sa tenue. Derrière lui se trouvait une femme que je n'avais jamais vue auparavant. Long manteau blanc, sourire dur, des cheveux parfaits, qui n'ont pas bougé quand elle a enlevé son écharpe. Et derrière elle, à moitié dans l'encadrement de la porte, parce qu'il essuyait la neige de ses bottes, se trouvait le travailleur social du comté. Je ne le connaissais que parce que j'avais eu 4 visites à domicile avec lui cette année-là. Eddie a regardé mon salon comme s'il inspectait un bien immobilier qu'il pourrait acheter. Puis il a souri à Lily. Pas d'un air chaleureux, ni soulagé, juste très satisfait de lui-même. Bonne nouvelle, a-t-il dit. Elle rentre à la maison avec nous maintenant. Merci pour le babysitting gratuit. Il a dit ça devant le sapin devant mon fils de 12 ans, Timothy devant ma nièce qui venait d'avoir 8 ans et qui tressaillait encore quand les hommes élevaient la voix. Lily s'est levée si vite que sa chaise a raclé le sol. Elle n'a pas couru vers lui. Elle n'a pas souri. Elle s'est venue directement vers moi et a attrapé ma manche à 2 mains. Puis, elle s'est penchée et a chuchoté à mon oreille d'une voix qui tremblait tellement que j'ai à peine pu la saisir. Tante Christine, s'il te plaît, ne me laisse pas partir. Il a dit que Sierra se fâche quand je pleure. Elle m'a dit que je pourrais dormir dans la buanderie si j'agis bizarrement. Tout en moi s'est glacé. J'ai regardé Eddie. Il souriait toujours, attendant toujours que je me montre reconnaissante, comme si j'étais la domestique non rémunérée qui rendait enfin la marchandise. Et c'est là que j'ai dit très clairement: répète ça devant le travailleur social derrière toi. Son visage a changé si vite que ça m'a presque donné le vertige. Il s'est retourné. Le travailleur social n'était plus à moitié dans l'embrasure de la porte. Il était à l'intérieur maintenant, une main toujours sur son dossier, les yeux passant d'Eddie à Lily puis à moi. Ah, le sourire de la nouvelle petite amie s'est effacé de son visage. Pendant 1 seconde, personne n'a bougé. Même la musique de Noël provenant de la petite enceinte sur ma cheminée semblait trop forte. Eddie a ri, mais c'était un rire forcé. Ce n'est pas ce que je voulais dire, a-t-il dit. J'ai gardé une main sur l'épaule de Lily. Ça ressemblait exactement à ce que tu voulais dire. Il a ouvert la bouche à nouveau, mais le travailleur social s'est avancé et a dit aussi calme qu'un infirmier: peut-être devrions-nous nous asseoir. C'était ça le moment. Pas quand mon frère est revenu. Pas quand il a exhibé une nouvelle voiture. Pas quand il a présenté une petite amie avec une manucure qui coûtait probablement plus cher que les bottes d'hiver de Lily. C'était cette phrase. Le babysitting gratuit, comme si les 2 dernières années avaient été une simple faveur que je faisais le week-end, comme si Lily n'était pas une enfant venue chez moi avec une seule petite valise rose, une toux qui ne s'arrêtait jamais, et l'habitude de s'excuser avant de demander de l'eau. Je m'appelle Christine, j'ai 38 ans. Je vis en banlieue de Dayton avec mon mari Sean et notre fils Tim qui a 12 ans et qui est grand et fin comme une asperge. Je m'occupe de la paix pour une entreprise de fourniture de plomberie. Sean gère un entrepôt. Nous ne sommes pas riches, nous faisons attention. Il y a 2 ans, mon frère a appelé à 23h40 un mardi soir et a dit qu'il avait juste besoin d'un peu de temps pour se remettre sur pied. Ce peu de temps s'est transformé en 26 mois.
Au début, c'était censé durer 6 semaines, puis 3 mois, puis jusqu'à ce qu'il trouve un logement stable, puis jusqu'à ce que ses contrats reprennent, puis jusqu'à ce qu'il règle quelques problèmes personnels. Chaque version m'a coûté de l'argent. Pas de l'argent glamour, pas de l'argent de cinéma. 300 $ pour l'inhalateur de Lily quand ses papiers de Medicaid ont été retardés parce qu'Eddie avait oublié un formulaire. 98 $ pour des chaussures d'école. D'école, après qu'elle soit arrivée, avec des baskets aux semelles tellement fendues que ses chaussettes étaient mouillées sur le terrain de jeu. 640 $ pour la garderie après l'école pendant un semestre, parce que je ne pouvais pas quitter le travail à 15 heures tous les jours. Un lit simple trouvé par Sean sur Facebook Marketplace. Une commode blanche de chez Ikea. 2 uniformes pour le camp d'église où elle n'est finalement pas allée parce qu'Eddie n'a pas appelé le jour où il devait venir la chercher. Les restes, à charge de l'orthophoniste, les frais des sorties scolaires, une facture de dentiste, un manteau d'hiver, un sac à dos avec des motifs dessus parce qu'elle se tenait dans le magasin Target, en le retournant entre ses mains comme s'il était trop beau pour qu'elle le mérite. Et pendant que je couvrais tout ça, j'aidais encore Eddie. J'ai payé sa facture de téléphone pendant 8 mois parce qu'il en avait besoin pour chercher du travail. J'ai mis 400 $ pour la réparation de son camion, même s'il a vendu ce camion 6 semaines plus tard et ne m'a jamais remboursé. Je l'ai laissé continuer à utiliser ma carte Costco. J'ai envoyé des cartes cadeaux pour les courses. J'ai payé sa facture d'électricité en retard une fois parce qu'il jurait que Lily serait bientôt à la maison avec lui et qu'il avait besoin de prouver qu'il pouvait faire tourner une maison. Il parlait toujours comme si le mois suivant allait être différent. Ma mère l'aidait à trouver des excuses. Il essaie, il est gêné, ne tient pas les comptes, Christine. Mais d'une manière ou d'une autre, les comptes étaient toujours tenus de mon côté. Personne n'a jamais oublié ce que je pouvais couvrir. Personne n'a oublié que j'équilibrais les choses que je remplissais, les formulaires que je prenais, les rendez-vous, et que je restais joignable. Quand Lily est venue vivre avec nous, je me suis dit que je ne faisais pas ça pour la gratitude. Je le faisais parce qu'elle était de la famille, parce qu'elle avait 6 ans et qu'elle avait peur. Parce que la première nuit où elle a dormi dans notre maison, elle a aligné ses chaussures sous le lit avant d'y entrer comme si elle avait peur qu'on la renvoie pour être désordonnée. Parce que quand Tim lui a offert la moitié de son croque-monsieur le lendemain, elle lui a demandé 3 fois s'il était sûr. On n'oublie pas des choses comme ça. On n'oublie pas non plus qui les remarque et qui ne les remarque pas. Eddie était là juste assez pour faire des promesses. Il prenait Lily un samedi et la ramenait le dimanche avec des babioles du magasin à 1 $, des maux de ventre et de nouvelles confusions. Une fois, il a débarqué avec une licorne géante et sans son médicament contre l'asthme. Une fois, il a posté des photos d'un concert ce même week-end. Il a dit qu'il ne pouvait pas payer de pension alimentaire parce que l'essence était trop chère. Une fois, il a dit à Lily qu'il construisait quelque chose de grand et qu'elle aurait bientôt sa propre chambre. Elle a dessiné cette chambre 6 fois. Des rideaux jaunes à un lit superposé, un pouf près de la fenêtre. Puis, les mois ont passé rien. Le pire, ce n'était même pas l'argent. C'était la façon dont il traitait mon aide comme un pont qu'il pouvait traverser chaque fois qu'il en avait besoin. Il n'a jamais demandé comment s'était passé les réunions parents-professeurs. Il n'a jamais retenu le nom de son psychologue. Un jour, il m'a envoyé un texto. Est-ce qu'elle a fini par grandir et perdre ce truc respiratoire? Ce truc respiratoire, l'asthme, la maladie qui m'avait envoyée aux urgences, avec elle à 2 reprises. Et à travers tout ça, Lily le voulait toujours. Les enfants sont loyaux d'une manière que les adultes ne méritent pas. Elle lui fabriquait des cartes. Elle gardait les oursons en gélatine vert parce qu'il aimait ça. Elle s'asseyait près de la fenêtre s'il disait qu'il venait. J'ai continué à laisser faire parce que je pensais qu'une version de son père finirait par apparaître. Je continuais à penser qu'il grandirait dans ce rôle si suffisamment de gens lui faisaient de la place. J'avais tort, et la visite de Noël l'a rendu d'une évidence cruelle. Le travailleur social, M. Dunleavy, s'est assis à la table de ma salle à manger avec son dossier ouvert. Mon frère s'est assis en face de lui, soudainement humble.
La petite amie Sierra s'est perchée sur le bord d'une chaise, comme si toute la situation l'offensait. Sean se tenait près du comptoir, les bras croisés. Tim a emmené Lily dans le salon télé sans que je le lui demande. Je l'ai entendue allumer la télévision à bas volume et lui demander si elle voulait sa couverture. Ça m'a presque brisé plus que tout le reste. Mon fils savait ce qui se passait. Il savait quand se faire tout petit et doux. Monsieur Dunleavy a demandé à Eddie pourquoi il pensait que c'était une visite de réunification appropriée. Eddie a commencé à parler vite, a dit qu'il avait un revenu stable. Maintenant a dit que le SUV était loué par la concession du cousin de Sierra et présentait mieux qu'il ne l'était, en réalité. A dit qu'ils avaient trouvé une maison de ville. A dit qu'il plaisantait. À propos du babysitting. A dit que Lily était sensible et comprenait mal les choses. Sierra a finalement pris la parole. Nous essayons juste d'aller de l'avant. Christine l'a rendu très attachée, ici. Je l'ai regardée. Très attachée comme si l'amour était une mauvaise habitude que je lui avais apprise. Sean a dit d'une voix neutre et calme, « Elle est attachée parce qu'elle vit ici. Elle mange ici, elle dort ici, elle se sent en sécurité ici. » Sierra a détourné le regard. Monsieur Dunleavy a demandé si Lily avait vu la nouvelle maison. Eddie a répondu, « Pas encore. » Il a demandé où elle dormirait. Sierra a répondu avant lui. Nous sommes encore en train d'installer une chambre, mais les enfants sont résilients. La buanderie, j'ai entendu le murmure de Lily résonner de nouveau. Je n'ai pas haussé la voix. Je n'en ai pas eu besoin. J'ai dit à Monsieur Dunleavy que Lily avait rapporté qu'on lui avait dit qu'elle pourrait dormir dans la buanderie si elle agissait bizarrement et qu'elle était terrifiée à l'idée de partir avec eux. On pouvait littéralement voir l'atmosphère de la pièce changer. Ce n'était pas un malentendu que quiconque pouvait enjoliver. Eddie a essayé de rire à nouveau. C'est une enfant. Elle mélange les choses. J'ai dit, elle ne mélange rien, elle a peur. Puis, j'ai fait la chose que j'aurais dû faire des mois plus tôt. J'ai mis la main dans le tiroir. Dans le tiroir, à côté du micro-ondes, j'ai sorti le trieur en accordéon où je gardais chaque reçu, chaque papier de l'école, chaque impression de la pharmacie, chaque promesse de pension non tenue, et je l'ai posé sur la table. Sans drame, je l'ai juste posé là. Puisque nous sommes honnêtes ce soir, ai-je dit, j'aimerais que le dossier inclue qui l'a réellement élevé. À l'intérieur de ce dossier, il y avait tout. Reçus médicaux, email de l'école, rendez-vous chez le dentiste, liste de vêtements, l'accord du tribunal de la famille qui avait commencé comme une tutelle temporaire. Une page que je gardais pour moi avec chaque montant que j'avais couvert pour Lily et chaque montant que j'avais avancé à Eddie par la suite. Je ne l'avais jamais montré à personne parce qu'une part de moi avait honte d'avoir laissé la situation durer si longtemps. Monsieur Dunleavy a regardé suffisamment de pages pour comprendre qu'il n'avait pas besoin de tout voir. Personne n'en avait besoin. Les faits étaient d'une banalité embarrassante. J'avais fait le travail de parent. Eddie avait rendu visite à sa propre histoire. Cette nuit-là s'est terminée sans réunification. Monsieur Dunleavy a dit qu'il faudrait une autre révision, une vérification du domicile et des entretiens individuels avant même de pouvoir discuter d'une transition. Eddie était furieux maintenant, mais il essayait de le dissimuler sous un air de politesse. Il s'est levé et a dit « Tu fais toujours ça, Christine, tu me fais paraître pire que je ne le suis. » Cette phrase a réveillé quelque chose de vieux en moi parce que ça avait toujours été ça la ruse. Si je disais la vérité, j'étais cruelle. Si je demandais à être remboursée, j'étais froide. Si je protégeais un enfant, j'étais dramatique. J'ai dit « Je ne te fais paraître d'aucune façon, tu le fais très bien tout seul. » Il est parti sans dire au revoir à Lily. Ça m'en a dit plus que tout le reste combiné. La petite amie s'est éclipsée après lui. Le travailleur social est resté 10 minutes de plus, le temps de demander si Lily allait bien pour la nuit et s'il serait autorisé à lui parler en privé plus tard dans la semaine. Après la fermeture de la porte, ma main a commencé à trembler si fort que j'ai dû m'agripper à l'évier. Sean est arrivé derrière moi et m'a touché le milieu du dos. Pas pour me calmer, juste pour dire « je suis là ». Lily est sortie du salon enroulée dans la vieille couverture de Tim. Elle paraissait plus petite que ses 8 ans. « Est-ce que j'ai des ennuis ?» a-t-elle demandé. Je me suis agenouillée devant elle. «
Non, tu as fait exactement ce qu'il fallait. Elle m'a dévisagé une seconde, puis a prononcé la phrase que je ne pense pas cesser d'entendre un jour. Je ne voulais pas le blesser, mais je ne veux pas aller là où les gens sont fâchés que je sois là. C'était la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Pas la voiture, pas la petite amie, pas l'insulte. Cette phrase, parce qu'elle me disait exactement ce qu'elle avait déjà appris des adultes autour d'elle, que sa sécurité passait après le confort des autres. J'ai couché les enfants, puis je me suis assise à la table de la cuisine et j'ai pris une décision nette. Eddie était sur ma liste de paix d'urgence au travail parce que je l'avais embauché comme sous-traitant saisonnier une fois lors d'un problème de personnel l'année précédente. Il n'était pas actuellement employé chez nous, mais je gérais toujours un accord de remboursement pour un prêt personnel. Je lui avançais discrètement de l'argent par le biais de virements hebdomadaires pour qu'il puisse garder la tête hors de l'eau tout en rattrapant son retard de loyer, 200 $ chaque vendredi. Automatique, stupide. J'ai ouvert mon application bancaire, j'ai annulé le virement, puis je me suis connecté au compte de stockage partagé que je payais parce que la moitié de ces outils et cartons étaient encore dans mon garage et dans un petit box à l'autre bout de la ville. J'ai retiré ma carte du paiement automatique. Après ça, j'ai envoyé un email à mon avocate et j'ai copié les notes de dossier de cette soirée-là pendant que tout était frais. Puis j'ai fait un tableur. Pas parce que je suis sans cœur, mais parce que les chiffres me gardent honnête quand les émotions commencent à mentir. Ce que j'avais dépensé pour Lily en 26 mois, ce que j'avais envoyé à Eddie, séparément, ce qu'il avait remboursé la différence. Je ne le lui ai pas envoyé. Je ne l'ai pas menacé avec ça. Je l'ai juste imprimé et je l'ai glissé à l'avant du trieur en accordéon. C'était ma limite. Fini les virements hebdomadaires. Fini de payer pour son garde-meuble. Fini de donner de l'argent à un homme qui traitait l'enfant que j'élevais comme un manteau qu'il pouvait récupérer quand sa vie paraissait plus belle de l'extérieur. Les textos. Textos ont commencé le lendemain matin. D'abord de maman. Tu as humilié ton frère devant un étranger à Noël. Puis d'Eddie. Tu l'as empoisonné contre moi. Puis un autre. Vraiment sympa de couper le virement le soir même. Donc il l'avait vite remarqué. Bien. J'ai répondu une seule fois. Je ne financerai pas l'instabilité pour une enfant que tu effraies. Tout soutien en dehors des conditions ordonnées par le tribunal est terminé. Il a appelé 13 fois avant midi. J'ai laissé mourir chaque appel. Maman a débarqué le lendemain de Noël avec un gâteau aux fruits et la tête qu'elle faisait pour les enterrements. Elle s'est assise à la table de ma cuisine et a dit que je devais arrêter de prendre des décisions permanentes basées sur une seule soirée émotionnelle. Une seule soirée émotionnelle. Comme si les 2 années précédentes ne s'étaient pas déroulées en reçus en inhalateur, en déjeuner scolaire et en minuscules chaussettes roulées dans mon sèche-linge. Comme si Lily n'avait pas chuchoté à mon oreille, comme un enfant demandant à être sauvé. Maman a dit, il essaie de se construire une vie. Construire. J'ai dit, alors il peut se la payer. Elle n'a pas aimé ça. Elle a dit que la famille aide la famille. J'ai regardé vers le salon télé où Lily et Tim jouaient aux cartes sur le tapis. Puis j'ai dit la chose la plus vraie que j'ai dite depuis des années. J'ai aidé la famille, j'ai aidé l'enfant, j'ai fini de financer l'adulte. Elle a pleuré. Pas pour Lily pour l'inconvénient de cette limite. Quand ça n'a pas marché, elle a changé de tactique. Elle a dit que Sierra venait d'une bonne famille. Elle a dit que la nouvelle voiture prouvait qu'Eddie était sérieux. Elle a dit que les hommes ont besoin de soutien quand ils se reconstruisent. J'ai presque ri. Du soutien. C'était le mot que tout le monde utilisait quand il voulait parler de mon argent, mon travail, mon temps, ma maison, ma patience. J'ai dit, il peut se reconstruire sans mon compte chèque. Elle est partie en colère. 3 jours plus tard, Eddie est passé à 20h15 frappant assez fort pour réveiller le chien du voisin. Sean a ouvert la porte avant que je puisse y arriver. Eddie a exigé de parler d'homme à homme. Sean a dit non. Eddie a quand même essayé d'entrer. Sean n'a pas bougé. Je suis arrivée dans le couloir et j'ai dit à Eddie que s'il voulait communiquer, il pouvait passer par son avocat ou le travailleur social. S'il voulait de l'argent, la réponse était non.
S'il voulait parler de Lily, il pouvait commencer par demander quelle céréale elle aimait. Maintenant, quel était son niveau de lecture et quand avait eu lieu sa dernière crise d'asthme. Il m'a dévisagé. Il ne savait rien de tout ça. Ce silence m'a paru plus assourdissant que des cris. Puis, il a dit la chose que les gens disent quand ils sont acculés par les faits. Tu agis comme si tu étais sa mère. J'ai répondu, j'en fais le travail. Ça a mis fin à la visite. Janvier a été moche de la façon habituelle. Appel en absence messages vocaux. Ma tante disant que j'étais trop dure. Mon cousin demandant si je ne pouvais pas juste aider encore un peu jusqu'à ce qu'Eddie s'installe. Un parent après l'autre agissant comme si je réagissais de manière disproportionnée parce qu'il y avait maintenant une preuve visible de ses progrès. Le SUV, la petite amie, la maison de ville, les gens adorent les apparences. Elles font disparaître le travail de tous les autres. Mais en dessous, les choses ont commencé à bouger. Le box de stockage a expiré et Eddie a dû s'occuper de ses propres cartons. Le tribunal a demandé une révision plus complète. Monsieur Dunleavy a interrogé Lily à l'école, puis chez nous. Après, il m'a parlé sur le porche pendant qu'elle et Tim préparaient du chocolat chaud à l'extérieur. Il ne m'a pas tout dit, mais il en a dit assez. La transition n'allait pas se poursuivre comme proposé. Il y aurait des visites supervisées pour le moment. Quand je l'ai remercié, il a dit qu'elle était très courageuse. J'ai dû me détourner une seconde parce que je ne pouvais pas pleurer sur les marches de mon Porsche en plein mois de janvier sous le regard d'un employé du comté, mais elle a arrêté de demander le vendredi si son père viendrait peut-être l'emmener quelque part. Elle a arrêté de plier ses pulls en petits carrés, soignés dans sa commode, prête à déménager. Un samedi, je l'ai trouvée dans la salle à manger en train de dessiner une maison. Pas la chambre aux rideaux jaunes qu'elle dessinait pour Eddie. Cette maison, notre maison coloniale bleue, écaillée avec la gouttière tordue et la rampe du porche que Sean a toujours l'intention de réparer. Il y avait 4 personnes sur le dessin, moi, Sean. Et dans le coin, un chien que nous ne possédons pas. J'ai demandé qui c'était. Elle a haussé les épaules et a dit « peut-être plus tard ». C'est comme ça que les enfants font avec l'espoir. Après avoir été déçus suffisamment de fois, ils ne l'annoncent plus. Ils lui gardent une place au crayon gris. En février, Eddie a eu un problème différent. Sans mes virements hebdomadaires, il était de nouveau en retard. Sans que je paye le stockage, il avait perdu la moitié de ses outils à cause de pénalités de retard. Sans accès à une roue de secours facile, la vraie vie l'a frappé de plein fouet. Soudain, ses appels à maman parlaient d'argent, pas de justice. Sam a changé son ton. C'est drôle comme les principes changent quand ils deviennent chers. Elle m'a appelé un soir et m'a dit très fatiguée. Je n'avais pas réalisé tout ce que tu couvrais. Et voilà. Pas des excuses complètes de la reconnaissance tardive et mince mais réelle. J'ai dit que c'était bien le problème. Nous n'avons plus beaucoup parlé après ça. Pas parce que je l'avais complètement coupé, mais parce qu'il ne restait plus grand-chose à dire. La conclusion paisible est arrivée en mars. La classe de Lily organisait une soirée artistique en famille à l'école. Les enfants étaient censés amener un adulte et accrocher une œuvre dont ils étaient fiers. L'année dernière, elle n'avait rien voulu présenter. Cette année, elle a inscrit un dessin de notre table de cuisine. Rien d'extraordinaire, juste notre table. Les raflures sur le bord de quand Tim a fait tomber une boîte à outils dessus. La coupe de fruits. Le mug de café de Sean. Ma calculatrice. Un petit étui d'inhalateur près de son assiette. 4 chaises toutes occupées. Elle l'a intitulé « La maison le jeudi », ce qui n'avait aucun sens jusqu'à ce qu'elle explique que les jeudis étaient les soirs de spaghettis et qu'elle aimait la façon dont tout le monde s'asseyait en même temps. Son professeur l'a accrochée au mur d'exposition avec les autres. Nous avons traversé la cafétéria sous les mauvais néons fluorescents et les étoiles en papier de construction. Des enfants couraient vagues partout avec des biscuits. Les parents tenaient en équilibre des gobelets en carton remplis de punch. C'était bruyant, banal et parfait. Lily se tenait devant son dessin en tenant ma main, puis celle de Sean, puis la manche de Tim. Sans se cacher, juste connectée. Quand les gens passaient, elle expliquait les petits détails de cette voix douce qui est la sienne.
La chaise au bout, c'est la mienne. Le mug bleu est le préféré d'oncle Sean. Ça, c'est l'éraflure de quand Tim a essayé de réparer un truc. Personne n'avait à la persuader qu'elle avait sa place sur le dessin. Elle le savait déjà. À la fin de la soirée, l'enseignant a laissé les enfants ramener leurs œuvres à la maison. Lily a porté le sien jusqu'à la voiture à plat contre sa poitrine. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a demandé si on pouvait l'accrocher dans le couloir au lieu de le mettre dans sa chambre. J'ai demandé pourquoi. Elle a dit « parce que comme ça tout le monde peut le voir quand il entre ». Alors nous l'avons encadré, un cadre noir bon marché acheté au magasin de loisirs créatifs. Il est accroché près de la porte d'entrée maintenant. À chaque fois que je passe devant, je pense à tout l'argent que j'ai gaspillé en essayant de maintenir la paix avec des adultes qui voulaient les avantages sans la responsabilité. Et je pense à cette seule limite qui a finalement eu de l'importance. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas vengée. Je n'ai pas détruit mon frère. J'ai juste arrêté de l'aider à s'en sortir à si bon compte pendant qu'un enfant payait la facture émotionnelle. Ça suffisait. Parfois, c'est tout ce qu'est une limite. Une porte fermée doucement, un virement annulé, un registre tenu à jour, une enfant crue la première fois qu'elle murmure la vérité. Ce que j'ai appris était simple et coûteux. Les gens qui appellent vos soins de l'aide continueront à les pomper jusqu'à ce que vous les nommiez pour ce qu'ils sont. Du travail parental, de l'argent, de l'amour. Et s'ils peuvent humilier un enfant tout en attendant votre soutien, ils ne sont pas confus. Ils sont dans leur confort. La seule chose qui les change, c'est l'inconvénient. Pas les discours, pas les larmes, les conséquences. Je pensais que garder la famille unie était la chose la plus gentille que je puisse faire. Je ne crois plus à ça. Protéger l'enfant était plus gentil. La croire était plus gentil. Construire un foyer où elle n'a jamais eu à mériter sa chaise à table était plus gentil. Et une fois que j'ai compris ça, tout le reste est devenu très clair.